Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale sur HTV consacrée au décryptage du tout premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 23 et 24 octobre dernier dans la ville olympique de Sochi. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir connectés sur votre télévision à travers nos différents canaux de diffusion. À tout de suite. Le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 23 et 24 octobre 2019 dans la ville de Sochi est une grande première dans les relations qui lient le pays de Poutine aux États africains. Plusieurs décennies donc après la prise de distance de la Russie sur les affaires du continent et a accompagné plusieurs pays d'Afrique centrale et même du Sud au lendemain du vent des indépendances. Moscou revient avec force pour deux principaux objectifs avoués lors de l'ouverture de ce sommet mondial par le président Vladimir Poutine. Il s'agit du renforcement des échanges commerciaux, mais également de la coopération militaire. Une semaine donc après ce rendez-vous, Humanitarian TV se propose de jouer des prolongations dans un continent où plusieurs puissances mondiales font sans cesse la cour. Je pense ainsi à la France, aux États-Unis, à l'Inde, mais également à la Chine, qui est devenue le premier partenaire de l'Afrique. Que peut véritablement apporter le lobby russe? Pour en parler sur ce plateau, nous recevons dans un premier temps le directeur exécutif de Humanitarian TV, Xavier Messé, qui a d'ailleurs pris part à ce rendez-vous mondial. Bonsoir et merci d'être présent sur le plateau. Merci Jean-Marie, merci de m'avoir invité parce que pour cette séance ici, pour cette occasion, je suis invité. Alors, merci aussi à vous d'être venu. Mais l'actualité au Cameroun, Monsieur Xavier Messé, on va parler sans doute de la Russie. L'actualité au Cameroun, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 dans la ville de Bafoussam, précisément au quartier Ngouaché, en tant que télévision humanitaire. Et vous, en tant que directeur exécutif, quelle est la conclusion que vous pouvez tirer suite aux événements de Bafoussam? D'abord, je voulais vous avouer que j'étais l'un des derniers Camerounais à avoir appris le drame de Bafoussam, tout simplement parce que avec le voyage, avec des décalages horaires, j'avais décidé de fermer mon téléphone, de ne pas regarder la télévision, de ne pas lire les journaux pour récupérer un tout petit peu parce que le voyage a été long. Et quand je me suis remis à la surface du monde, j'ai appris ce qui s'est passé à Bafoussam. Je vous avoue que j'étais complètement abattu. Abattu parce que on égrenait le nombre de morts. Et puis dans un quartier que je connais très bien, où j'ai d'ailleurs des amis, pas dans ce quartier, mais à côté de ce quartier, j'ai des amis. J'avais peur, je me suis dit, bon, ben, il a fallu que je commence à appeler des uns et des autres. Et Dieu merci, ils ont répondu. J'ai une profonde tristesse, j'ai une pensée profonde également pour des personnes qui sont décédées, pour des familles qui ont perdu vie là-bas. Et en écoutant les radios étrangères, j'ai appris que le gouvernement camerounais a pris un certain nombre de dispositions pratiques pour d'abord remédier à l'immédiat, venir au secours des familles éprouvées et ensuite pour reloger, n'est-ce pas, des personnes qui ont perdu leur logement. Je pense que ça va se passer rapidement et dans de bonnes conditions, mais que ce drame de Bafoussam puisse servir de leçon à ceux qui ont choisi l'habitation anarchique. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, lorsque le quartier était tac au-dessus, il y a une montagne, on a commencé à construire des maisons n'importe comment. Le maire, à l'époque, le maire de fin, c'était Maoutou, il est allé, il a demandé que les gens puissent déguerpir cet endroit. Ils ont continué quand même de construire. Et ma pensée est venue à cette occasion-là, cette situation, et je crois qu'il faudrait que les autorités redoublent de vigilance parce qu'elles n'attendent pas que les gens déménagent d'elles-mêmes lorsque quelqu'un construit une maison dans une zone à risque et au détriment des instructions
que les autorités prescrivent, s'il faut casser les maisons, il faut les détruire. Parce que ce qui est arrivé à Bafoussam devrait nous servir de leçon pour que ailleurs, toutes les villes du Cameroun, avec les changements climatiques, sont des villes exposées. Alors, Xavier Messier, vous allez permettre également que les autres panélistes présents sur ce plateau disent également un petit mot sur le triste événement survenu donc dans la ville de Bafoussam. Juste en face de vous, le professeur Joseph Vincent Toundé Bodé, géostratège, mais également directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'Université de Yaoundé 2 par SOA. Professeur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci et bonsoir. Merci pour l'invitation. Alors, professeur, quel regard l'universitaire que vous êtes fait quelques heures après le drame qui s'est produit dans la région de l'Ouest, précisément dans la ville de Bafoussam? Je ne peux avoir qu'un regard qui me semble être le regard le mieux partagé aujourd'hui au Cameroun. C'est un événement majeur, c'est un deuil national, vu la manière dont tout cela s'est passé. Si les gens se couchent et se réveillent étant déjà morts, engloutis, je crois que les familles vu une image des enfants. Ouais, les familles sont peinées, les voisins sont peinés. Et lorsque on a fini tout cela, on peut se demander la question pourquoi eux, pourquoi nous. C'est à ce niveau-là qu'on commence à poser le regard sur l'implémentation des politiques publiques en matière d'urbanisme anarchique. Parce que ce qui est arrivé là-bas peut arriver n'importe où dans ce pays, n'importe où dans nos différents quartiers. Tout simplement parce que il y a une tolérance administrative qui fait que, pour dire les choses vraies, on tolère pratiquement tout. Voilà, le professeur Joseph Vincent Toundé Bodé, on tolère beaucoup au Cameroun. Nous allons prendre, avant de revenir bien sûr sur la thématique principale du jour consacrée au sommet Russie-Afrique, nous allons prendre notre troisième invité, Ariel Nitendem, le docteur Ariel Nitendem, économiste, mais également enseignant dans plusieurs grandes écoles du Cameroun. Je pense à l'IRIC, je pense à l'ICA. Bonsoir docteur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est tout un plaisir d'être sur ce plateau. Nous n'allons pas déroger à la règle. Peut-être un mot avant d'entrer dans le sommet de Sochi sur le drame de Bafoussam. Oui, bien sûr. Je me joins aux Camerounais qui ont été choqués par ce drame. En se réveillant le lundi, on a suivi ça toute la journée lundi, mais on ne l'a pas si bien suivi que ça. C'est vrai qu'il y a cette tolérance administrative qui... On parle des dizaines de morts, oui, c'était encore 42 dans les derniers bilans, mais les recherches se poursuivent. Tout à fait. Alors, il faut dire que le gouvernement, en la matière, doit avoir la tolérance zéro. Et il faut véritablement mettre en œuvre les politiques publiques qui ont été déjà décidées. C'est de ça qu'il s'agit. Les politiques publiques existent qui empêchent les Camerounais de s'installer dans les zones à risque, mais l'administration, n'est-ce pas, ne les applique pas à la lettre. Et nous sommes en train de vivre les conséquences désastreuses. Et je dois dire un mot envers vos collègues, envers les chaînes de télévision, les médias. Quand nous voyons des événements aussi malheureux ailleurs, il y a des directs. Il y a des directs, c'est-à-dire que les télévisions les couvrent ces événements malheureux à longueur de journée. Tout à fait. Mais j'ai observé toutes les télévisions camerounaises, aucune télévision n'a fait un direct sur cet événement malheureux. On aurait pu nous faire vivre minute par minute, comme on le dit souvent, vivre au Camerounais cet événement malheureux, ne serait-ce que la gestion de cette crise. Mais on a vu comment on extrayait les enfants des décombres. Donc je ne me souviens pas avoir vu une télévision qui a consacré un direct sur cet événement et j'attire l'attention des responsables médias là-dessus. Mais Dr Ariel Nitendem, dans leur rôle pédagogique, les médias ont également sensibilisé au lendemain de ce drame sur quelques événements à risque. C'était d'ailleurs le cas de Humanitarian TV qui s'est rendu dans certains coins à risque. On parle de Simbok, on parle même de Messassi, ici à côté, même dans la zone de Ngwaekele où ils vivent plusieurs étudiants. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons marquer une petite respiration et revenir tout de suite pour le vif du sujet de ce soir.
De retour sur ce plateau pour parler du sommet de Sochi, rencontre à laquelle ont pris part 43 chefs d'État et de gouvernement africains. Une rencontre où le directeur exécutif de Humanitarian TV était également présent en qualité de journaliste avec bien sûr 12 hommes de médias qui ont représenté le continent. Xavier Messé, ça va de soi que les critères pour avoir un journaliste là-bas étaient assez sélectifs. Oui, c'était très sélectif. Je voulais faire deux petits rectificatifs. Il y avait 47 chefs d'État, pas 43, 47. 47, voilà. Et de deux, je ne suis pas allé là-bas comme reporter journaliste. Je suis parti avec la casquette de journaliste, c'est vrai. Mais j'ai été invité pour faire une contribution qui avait une relation directe avec le métier de journaliste. C'est-à-dire, ma contribution portait sur le regard que les médias ont porté depuis les années 40 sur les relations entre la Russie et l'Afrique. Donc, restant journaliste, mais j'étais pas reporter en Russie. Voilà, et si on vous demandait de faire comme une synthèse de ce sommet-là, est-ce que ça s'est passé comme vous l'attendiez? C'est vrai qu'il y a eu l'absence de certains poids lourds africains, parmi lesquels le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya. Non, il faut dire qu'il y a eu un poids lourd absent, un seul. Le président Paul Biya, qui était très attendu. Je me souviens, j'ai rencontré l'ambassadeur de Russie et les personnalités de l'ambassade de Russie à Yaoundé, qui étaient très enthousiastes de savoir que le chef de l'État du Cameroun, très attendu par les autorités russes, qui avait d'ailleurs pris un certain nombre de dispositions particulières pour l'accueillir, son absence s'est fait énormément ressentir. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des poids lourds, puisque ce qu'on peut considérer comme poids lourd, tout le monde était là. Si nous partons du principe qu'il y a 54 États en Afrique, et dans les 54, il y a quelques monarchies dont les rois n'ont pas l'habitude de se déplacer, presque tout le monde était là. Donc, le seul poids lourd, parce qu'en fait, le Cameroun est un poids lourd, c'était l'absence du président Paul Biya qui s'est fait ressentir. Vous allez me permettre de voir, et peut-être avec le professeur Ntounda Ebodé, l'impact que cette absence du président de la République camerounais, son Excellence Paul Biya, est-ce que cette absence-là, ça peut avoir un impact sur la relation justement entre le Cameroun et la Russie, professeur? Il est difficile de répondre de manière tout à fait certaine, hein, parce que dans la théorie de la science politique, ce genre d'affaires se gère plutôt dans ce que nous appelons la boîte noire. Peut-être que le président russe a été informé même une semaine avant que l'autre ne pourrait pas être là. Vous voyez que si c'est le cas, la manière de le prendre n'est pas identique à si on a été informé un jour avant. Donc, mais il y a M. Messé qui signalait que la chaise du président Paul Biya elle est restée d'ailleurs vide lors de ce sommet-là. Oui, mais ça, c'est des indicateurs externes. Je vous dis que les décisions se prennent dans la boîte noire. Il peut arriver que cette décision prise dans la boîte noire n'est pas très rapidement communiquée au protocole qui s'occupe des chaises. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, pour répondre de manière certaine, il faut que j'ai accès au dossier, soit à partir d'ici, soit à partir du Kremlin. Donc, moi, je ne peux pas savoir dans la vérité quel sera l'impact, parce que au-delà de tout cela, vous ne savez jamais ce qui a été proposé comme alternative. Il peut arriver qu'ayant manqué, une autre grande visite se prépare quelque part pour aller réparer. Donc, on peut dire que ça a un impact certain, mais cet impact peut être analysé de différentes manières en fonction des informations qu'on a de la boîte noire. Mais si on devait résumer, l'impact, c'est qu'il y aura quelque part une réorganisation. Et c'est ce qu'on espère tous. La Russie est de plus en plus présente sur le continent africain. Il y a plusieurs étudiants camerounais qui vont d'ailleurs du côté de la Russie pour faire des études. Docteur Yenny Tendem, vous, l'économiste que vous êtes, il y a par exemple la Chine qui est devenue le premier partenaire de l'Afrique, qui a alloué une enveloppe au continent de 60 milliards de dollars pour subventionner environ 880 projets entre 2019 et 2021. Il y a
la Russie qui arrive quelques instants après, est-ce que la Russie peut battre ceux qui sont arrivés avant sur le continent? Oui, avant de répondre à votre question, je m'en voudrais de ne pas dire un mot parce que vous avez parlé des étudiants qui vont en Russie. Et Madame Nitedem a été effectivement en Russie. Elle s'est formée à l'Académie de médecine et de pédiatrie de Saint-Pétersbourg. Je suis allé là-bas quand j'étais étudiant pour lui rendre visite. Et j'ai profité justement pour découvrir ce pays. J'ai traversé une ville qui s'appelait Pouchkine. Et Pouchkine, c'est le gourou, c'est le nom du gourou de la langue russe. Pouchkine est pour la langue russe ce que Molière pour la langue française, ce que Shakespeare est pour l'anglais. Et c'est un Camerounais. Donc le président camerounais était attendu là-bas à double titre. Donc voilà, maintenant pour revenir à votre question, est-ce que la Chine peut, la Russie peut rattraper le retard qu'il a accusé? Parce qu'il faut dire que la Russie arrive en Afrique sur le tard. Parce qu'on parle là du premier sommet Russie-Afrique. On a entendu parler depuis très longtemps des sommets sino-africains, franco-africains, turc-africains, ainsi de suite. Donc la Russie arrive sur le tard parce que la Russie se cherchait déjà, il faut le dire, depuis la chute du mur de Berlin, qui est arrivé à la dislocation, qui a entraîné avec la dislocation de l'URSS, qui a donné naissance à la Russie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La Russie est entrée au plan économique dans une économie de transition. Et c'est sous ce temps qu'il faut analyser l'économie russe aujourd'hui. Transition, qu'est-ce que cela veut dire? La Russie est entrée dans un processus qui lui permet de transitionner ou de passer d'une économie planifiée à une économie libérale. Une économie où l'État est au centre, l'État est le seul, une économie étatique à une économie de marché. Et c'est sous cet aspect, sous ce prisme qu'il faut analyser, n'est-ce pas, non seulement l'économie russe, mais le positionnement de la Russie dans l'économie internationale en général et dans la conquête de l'Afrique en particulier. Alors, l'Afrique arrive dans un terrain qui la Russie, I'm sorry, autant pour moi, arrive dans une Afrique où la compétition est déjà grande et même féroce. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, peut-être mon voisin ne l'a pas dit, au moment où on attend le président camerounais en Russie, il y a le ministre en charge des Affaires étrangères d'un pays qui est au Cameroun en visite officielle. Il est reçu le même jour par le président camerounais. Et des observateurs ont vu en cela, à tort ou à raison, un signal fort dans cette compétition économique qui se joue en Afrique, dans laquelle la Russie arrive. Donc c'est juste un signal, un exemple pour dire la Russie a beaucoup à faire en Afrique pour rattraper son retard. Voilà, Xavier Messé, pour vous qui étiez présent à ces travaux-là, vous avez sans doute écouté plusieurs débats qui ont été organisés autour du thème de cette rencontre. Est-ce que, si on vous demande de faire une synthèse, la Russie apparaît comme un bon partenaire pour l'Afrique, au vu de ce que vous avez vu là-bas, en Russie? Oui, je vais dire que la Russie a toujours été un partenaire pour l'Afrique. Bon ou mauvais partenaire, mais j'en sais rien, mais la Russie a toujours été un partenaire. Je voulais dire que lorsque j'ai été amené à effectuer quelques recherches pour rédiger la contribution qui m'avait été assignée, on m'avait demandé de parler des relations russo-africaines depuis le début jusqu'à ce jour-ci, le regard que les médias portent dessus. Donc, vous voyez, lorsqu'on prend une thématique comme celle-là, il faut décomposer la période avant la colonisation, peut-être même remonter à 3 siècles bien avant, pour voir à partir de quand l'Empire russe s'était intéressé à l'Afrique. Il faut voir à partir du moment où les intellectuels afro-américains et puis afro-antillais s'étaient intéressés à l'Afrique pour développer une conscience africaine, et que la Russie était là. Il faut aller à la période où les Africains ont commencé à réclamer leur indépendance et la Russie a toujours appuyé. Donc, c'était pour dire que la Russie a toujours été présente en Afrique. Bon, maintenant,
Maintenant, les choses ont changé. Tout à fait. Les choses ont changé. La révolution russe est passée par là. Les pays africains ont eu leur indépendance. Et je voudrais préciser d'ailleurs, mes co-panélistes peuvent dire mieux que moi, c'est que c'est la Russie qui a porté le problème à l'ONU pour demander que les Africains soient indépendants, que les pays africains soient indépendants. Et tous les pays colonisateurs, 14 pays, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays ont voté contre. Et la Russie a pesé de tout son poids à l'époque pour que les Africains soient indépendants. Donc pour dire que la Russie a toujours été un partenaire de l'Afrique. Les événements qui sont passés par là ont fait en sorte que la Russie se retire un tout petit peu et en laissant la place aux pays occidentaux qui l'ont occupé. Mais en l'occupant, je voudrais reprendre une phrase du professeur Kousnichov avec qui j'ai partagé le panel, qui est président de l'Institut des études africaines en Russie, qui a dit que les médias occidentaux ont noirci la Russie en Afrique et les mêmes médias occidentaux ont noirci les Africains en Russie. Et ça, c'est une image vraiment qui n'est pas fausse, parce qu'il y a une époque, quand on parlait de la Russie, les médias occidentaux utilisaient tous les termes les plus négatifs pour dire que la Russie est ceci, cela. Donc aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, la Russie est en train de revenir progressivement. Et quels sont les atouts, Monsieur Messé, qui ont été mis en avant par la Russie pour conquérir le marché africain? Les atouts qui ont été mis en avant, les Russes, à partir des préoccupations que nous avons constatées, à partir du découpage de la thématique centrale, nous nous sommes rendus compte qu'ils mettent un accent énorme sur les médias. Ils pensent que les médias, en communiquant de manière juste, en créant un pont direct entre la Russie et l'Afrique, sans passer par les médias occidentaux, on va rétablir la vérité. On va rétablir les images telles qu'elles devraient se présenter. Et je me souviens, lorsque le président Poutine est venu saluer les journalistes qui étaient, les 12 journalistes africains qui ont été sélectionnés pour être à cet événement. Et on nous a donné un certain nombre de consignes qu'il fallait respecter, mais quand il était devant vous donnez votre nom, vous donnez votre pays, c'est lui qui vous pose une question s'il veut, ou alors c'est lui qui vous dit une phrase s'il veut. À mon niveau, il a dit une chose: aidez-nous à nous connaître. Ça, il y a une traductrice qui était derrière lui, il a dit aidez-nous à nous connaître. Ça, c'est la phrase qu'il a prononcée à mon niveau. Et je pense que cela retrouve la préoccupation du professeur Kousnechtchev qui dit qu'on a noirci les Africains. Parce que les médias occidentaux ont présenté les Africains en Russie. Ils sont malades, ils sont tous malades, ils sont pauvres, ils sont sales, ils sont désordonnés. Ça, c'est la peinture, n'est-ce pas, que les médias occidentaux ont. Et de l'autre côté, les Russes sont méchants, ils sont ceci, ils n'aiment pas les Africains. Ça, c'est également. Alors, donc, lorsque le président russe dit « aidez-nous à nous connaître », ça veut dire beaucoup de choses. Et il me revient également que le directeur général de TASS, qui est l'organe officiel, l'organe public de Russie, a dit qu'il va falloir que les Africains établissent des relations directes, les organes des médias africains établissent des relations directes avec la Russie et qui sont disposés à mettre à la disposition des médias africains leur technologie, leurs moyens, leurs méthodes de formation pour qu'on puisse se passer, n'est-ce pas, de ce trio, de ce triangle qui consiste à partir de l'Afrique, l'Occident, et que l'information revienne en Afrique. Donc, je pense que c'est des choses importantes et le rôle que les médias vont jouer pour que, quels que soient les cas, le volet économique, le volet sécurité, les médias seront toujours au centre pour pouvoir donner la bonne information. Et ils ont, je parle... Dans les toutes prochaines minutes, nous allons peut-être voir au cas par cas. Je vais dire que les ateliers, les différents ateliers qu'il y a eu là-bas, il n'y a aucun domaine d'activité qui a été épargné. Le logement, l'agriculture, la santé, la formation, tous les domaines ont été évoqués. Et les Russes ont démontré qu'ils étaient disposés à assister les Africains selon leurs besoins pour les accompagner
dans chacun de ces domaines. Alors, professeur Tounda Ebodé, on parlait à l'entame de ce programme que la Russie arrive sur un terrain qui est véritablement pris, d'abord par la Chine, qui est décidément le premier partenaire. Il y a d'autres pays, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a même l'Inde. Quelles sont les chances pour le lobby russe de prospérer sur le continent africain? Je dirais d'abord que d'un point de vue de la géostratégie, on ne peut pas dire que le terrain est pris. S'il est arrivé, c'est qu'il y avait quelques parcelles quelque part. Maintenant, ça dépend donc, une fois arrivé, comment il organise son espace. Voilà. Alors, quelles sont les chances? La Russie a des chances énormes comme toutes les autres puissances. Il faut dire que la plus grande faiblesse de la Russie ne se trouve pas dans la technologie. Sa technologie est aussi puissante, aussi innovante que les autres technologies et de fois même mieux. L'inconvénient de la technologie par rapport au théâtre africain, c'est de n'avoir colonisé personne. Et du coup, le retard culturel se traduit en retard technologique et politique. Voilà pourquoi ils vont mettre un accent sur l'éducation. Dans les relations entre le reste du monde et l'Afrique, la Russie, la Chine et les États-Unis sont à peu près au même niveau. Sauf que les États-Unis bénéficient de l'effet boomerang de la Grande-Bretagne qui a colonisé et imposé la langue. Et c'est ça qui donne donc un peu de retard aux autres. Or, la Chine est arrivée après les Américains. La Chine est passée devant. La Chine est arrivée après les Français, après les Britanniques. Donc rien n'est joué. Donc vous estimez que l'arrivée de la Russie, ce n'est pas une arrivée tardive en quelque sorte? Non, non, en géostratégie, il n'y a pas d'arrivée tardive. Vous arrivez pour jouer, vous placez vos cartes, ce n'est pas celui qui bouffe le premier plomb qui gagne la partie. Mais maintenant, professeur, quels sont les éléments dont l'Afrique a véritablement besoin maintenant? Est-ce que, comme M. Messé disait, ils ont beaucoup parlé des questions sécuritaires, ils ont parlé du volet média, ils ont également parlé du volet économique. Est-ce que ce sont de manière amassée ces problèmes-là auxquels l'Afrique fait véritablement face? L'Afrique, comme tous les autres continents, a des problèmes qui peuvent être classés de manière sectorielle. Mais on regarde par effet de boomerang quel est le problème dont il va falloir par priorité ou en priorité résoudre d'abord pour qu'il y ait un effet sur les autres. Et de ce point de vue, il ne fait l'ombre d'aucun doute que si l'Afrique arrivait à se stabiliser, à se sécuriser, tout le reste des problèmes va commencer à trouver des solutions. Parce que c'est pour ça que depuis le sommet d'Abuja, l'Union africaine a fait un lien direct entre les performances économiques et la stabilité politique et la sécurité. C'est pour cela que ce n'est que tardivement que l'Union africaine a commencé à s'occuper des affaires de sécurité, alors qu'au début, l'emphase était mise sur les problèmes économiques. Lorsqu'on va donc se poser la question 10 ans plus tard, c'est-à-dire en passant du plan d'action de Lagos à celui d'Abuja, pourquoi on ne décolle pas alors qu'on a tout? On va faire un lien direct avec la sécurité. Donc je pense que si l'Afrique vit de manière paisible, beaucoup de moyens qu'on met pour résoudre les conflits seront pour amplifier les avantages comparatifs en matière économique. Si l'Afrique vit de manière paisible, ses ressources immenses seront mises à la disposition de sa jeunesse. Et ça, les ressources humaines formées, ça va démultiplier la puissance continentale. Alors, professeur, on présente parfois l'Afrique comme la Russie, je voulais dire, comme un grand vendeur d'armes. Et si la Russie arrivait sur le continent avec cette politique-là, est-ce que le pays ferait du bien au continent? Tout dépend de comment on prend l'affaire. Si vous êtes en guerre, un des éléments importants pour gagner une guerre, c'est que vous ayez les armes. Celui qui n'est pas en guerre, un des éléments importants pour avoir la dissuasion nécessaire pour que les autres ne l'attaquent pas,
c'est qu'ils aient des armes. C'est pour cela qu'on dit que l'arme atomique est une arme politique, puisque personne ne l'utilise, mais tout le monde va en avoir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a besoin des armes au même niveau. Mais cela ne signifie pas que les armes ne sont d'aucune utilité. La Russie vend les armes comme tout autre bien économique pour elle, puisque c'est une production comme une autre qui amène de l'argent. Mais pour nous, pays africains, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Ceux qui sont en guerre ouverte, bien évidemment, les auront. Mais il y a un effet important qu'il faut quand même regarder lorsque vous achetez les armes chez eux. Vous avez un avantage, par exemple, dans le fait que dans la plupart de nos conflits, ce n'est pas les Russes qui sont derrière. Le fait de disposer des armes dont ils ne contrôlent pas vous donne un effet. Je n'ai rien à vous cacher en vous rappelant qu'il a suffi, ici même à Yaoundé, que la Russie dise, lorsque Boko Haram commençait à entrer au Cameroun, que je vous donne les armes pour que les données changent. C'est parce que beaucoup savent que, ils n'ont pas ces armes, donc ils ne peuvent pas les maîtriser, ils ne les contrôlent pas, comparé aux armes qui viennent en Occident, qu'ils auront. Ensuite, c'est des armes très, 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 très puissantes. La Russie n'a pas à envier une puissance en matière de technologie du point de vue de la défense. Alors, Dr Ariani Tendem, avec vous, je ne vais pas voir ce pilier de la géostratégie. Le professeur Today Bodé s'est largement appesanti là-dessus. Je veux plutôt voir avec vous quel peut être l'apport de la Russie dans un domaine purement économique pour le continent africain en général, mais également pour le Cameroun. Bien que le président Paul Biya n'était pas à cette rencontre, on va préciser qu'il y avait quand même certaines personnes qui ont parlé en lieu et place du Cameroun. On parlait tout à l'heure du ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, mais également du ministre de l'économie, Alamine Ousmane. Ah oui, il ne faut pas croire que parce que le président n'était pas là, cela devrait entraver les relations entre la Russie et le Cameroun. Non, loin s'en faut. Il est là. Même comme M. Messi semble ne pas être d'accord. Poursuivez. Oui. Ça, il est là, une question d'intérêt. La Russie ne vient pas au Cameroun pour les beaux yeux du Cameroun. La Russie vient au Cameroun pour ses intérêts économiques. Et la Russie vient en Afrique en général pour ses intérêts économiques. Il appartient au Cameroun de rechercher une relation de coopération dans laquelle elle cherche et obtient aussi ses intérêts économiques. Alors tout dépendra du modèle économique ou du modèle de coopération économique que la Russie va mettre en place. Vous avez vu quand la Chine s'est pointée pour faire des affaires avec l'Afrique, la Chine a utilisé un modèle qui était différent du modèle classique européen où on liait la coopération à la démocratie, à la bonne gouvernance et toute autre conditionnalité. La Chine est venue dire « je viens faire des affaires avec vous, je n'ai pas de conditions, je n'ai pas de leçons à vous donner ». Mais au départ, on avait l'impression que c'était une coopération totalement désintéressée, que non. Il y a des avantages et des inconvénients de ce modèle de coopération que la Chine a utilisé. Donc tout dépendra du modèle de coopération économique que la Russie va proposer aux Africains en général et au Cameroun en particulier. Et comme j'ai dit tantôt, il y a un retard déjà que la Russie doit rattraper. Parce que quand on regarde les chiffres des 5 pays des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie est le pays qui exporte le moins en direction de l'Afrique. Et c'est le pays d'où les pays africains exportent le moins, importent le moins. Donc, en fait, pour dire que le commerce entre la Russie et l'Afrique est encore marginal, il est encore au niveau très, très faible, comparé tout simplement, ne serait-ce qu'aux autres membres du BRICS, et comparé aux autres pays comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, qui sont les premiers partenaires de l'Afrique. C'est, on va dire, c'est un niveau dérisoire, pour ne pas dire insignifiant. Il est encore à ce niveau-là, le commerce avec l'Afrique. Or, quand nous parlons de coopération économique, il est d'abord et avant tout une affaire de commerce international, des exportations et des importations. Et tout cela permet d'asseoir l'industrialisation dans ces pays. Mais on sait que quand la Russie est sortie, n'est-ce pas, de l'ancienne URSS, il y a eu comme un démantèlement, n'est-ce pas, de l'industrialisation,
puisque de toute façon, il y a une partie de l'industrialisation qui était logée dans d'autres pays de l'URSS, sont allés avec ça. Et la Russie est restée avec une économie exsangue. Elle est 10e économie mondiale aujourd'hui. Et c'est depuis que Poutine est arrivé qu'on voit une Russie qui essaie de se redonner une certaine place au niveau économique. Et cela me rappelle, j'ai toujours analysé la présence de Poutine en Russie comme ce que j'appelle souvent les dictateurs éclairés dont l'Afrique aurait besoin. Parce que j'ai toujours dit qu'en réalité, de façon, on n'a pas toujours des recherches pointues qui montrent la relation entre démocratie et développement. Mais sur le plan empirique, on observe qu'il y a des pays qui sont développés sous des démocraties, sous des dictatures éclairées. Ça, c'est sur le plan empirique. On peut citer la Russie de Staline, la Corée du Nord même, l'Italie de Mussolini, même la France de Bonaparte, et ainsi de suite. Alors, j'ai l'impression que Poutine incarne ce genre de leader qui est en fait pas véritablement un démocrate, mais qui est plutôt un dictateur éclairé. Voyez-vous, s'il va jusqu'au bout de son mandat, il aura fait un quart de siècle au pouvoir. Il a depuis 2000. Et son mandat coûte qu'en 2024. Il aura fait un quart de siècle. Il y a longtemps, il n'y a pas un président russe qui a fait autant longtemps au pouvoir. Et il est en train de construire son pays. Et il est en train de... Ce qu'il a fait, ce qu'on peut observer au plan économique, c'est que l'économie russe a gardé, n'est-ce pas, on va dire, les réminiscences de l'économie étatique. L'État est resté très prépondérant dans l'économie russe au jour d'aujourd'hui. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé lors du communisme. Et on a vu un président qui s'est beaucoup plus concentré sur le développement de sa puissance militaire pour se repositionner dans le monde, pour se repositionner en face du bloc de l'Ouest. Il a développé sa puissance militaire. Et ce que les Africains peuvent profiter, c'est justement ces compétences techniques et scientifiques que la Russie a gardées depuis l'URSS et qui sont mises en œuvre et développées dans le cadre du développement de ces complexes industriels militaires. La Russie peut apporter donc cette science, cette technologie de pointe à l'Afrique pour lui permettre justement de s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Parce qu'en fait, c'est ça l'avenir du développement économique de toutes les nations. Quand un pays qui ne peut pas s'insérer et progresser dans les chaînes de valeur mondiales ne peut véritablement pas se développer au jour d'aujourd'hui avec ce qui se passe. La Russie n'est pas encore comme un leader, mais au regard de la science, de l'avancée technologique et scientifique que la Russie jouit avec le développement militaire, la Russie va dans les prochaines années, n'est-ce pas, être un acteur majeur des chaînes de valeur mondiale, et là, elle pourra aider l'Afrique. Alors, Xavier Messé, si jamais ce partenariat-là entre la Russie et l'Afrique, s'il est acté et qu'il se déroule bien, quelle est la part que les médias, par exemple, pourraient jouer pour le densifier davantage? Parce que vous estimiez, en entame de ce programme, que l'Afrique a beaucoup à gagner derrière la Russie. Quel est le rôle que les médias pourraient jouer dans ce partenariat-là? Les Russes se sont rendus compte que le rôle des médias était indispensable dans toutes les formes de coopération que la Russie aura avec les pays africains. Qu'il s'agisse de la coopération militaire, la coopération sécuritaire ou de la coopération économique, lorsque le terrain médiatique n'est pas complètement mis à contribution, il y aura toujours ce poche d'incompréhension, ce poche de suspicion et qui a existé et qui continue d'exister d'ailleurs entre la Russie et les pays africains. Et donc, les Russes, au vu de ce qu'ils ont exprimé à Sochi, ils comptent énormément sur la contribution des médias africains pour pouvoir lever ces zones d'ombre et permettre à l'Afrique d'aller vers la Russie sans préjugés, sans appréhension, et de permettre également aux Russes de connaître l'Afrique sans préjugés. Parce que le fait que les médias occidentaux, nous avons débattu de ce problème. Lorsque vous prenez par exemple les grandes agences qui fournissent
la majeure partie de l'information. C'est vrai qu'Internet est venu un tout petit peu bouleverser la donne, mais ces grandes agences se sont réadaptées, elles ont réaménagé leur stratégie de fourniture d'informations de manière à intégrer l'élément Internet, d'intégrer l'élément image dans leur, y compris le son, dans la distribution de l'information. Donc, l'agence russe a une place très importante. On ne parle plus en Afrique de la Pravda ni en Russie, pour ceux qui connaissaient la place de la Pravda dans le système d'information russe, on n'en parle plus. Mais parce que l'agence TASS occupe cette place-là et remplit le rôle de la télévision d'État, et remplit le rôle de la presse écrite, et ainsi de suite. En Afrique, il n'y a que le Maroc qui joue ce fonction multiple. Donc, les Russes comptent énormément pour le développement des médias en Afrique, à partir d'une nouvelle forme de coopération qui va faire en sorte que les journalistes africains, ou ceux qui traitent l'information en Afrique, pas seulement les journalistes, aient accès à la Russie. Et à partir de cet instant, les besoins que les Russes expriment vers l'Afrique et vice-versa seront relayés de manière tout à fait claire, sans préjugés, sans altération, et de sorte que les Africains puissent savoir ce que la Russie est capable de faire, ce qu'elle est capable de donner à l'Afrique. Et je voudrais rajouter à ce que je suis en train de dire que les ateliers particuliers que j'ai eu l'occasion de visiter, dans chaque atelier, il y a des ateliers de logement, c'est-à-dire des bâtiments, les ateliers tous les domaines d'activité, pratiquement tous les domaines d'activité sont passés au peigne. Et à chaque instant, ces responsables d'ateliers sont revenus vers les ateliers de médias pour leur dire voici nos besoins, essayez de les exprimer en Afrique. Je pense que si cette nouvelle forme de coopération au sein de laquelle les médias seront au centre et mise en œuvre, lorsqu'elle est implémentée, je pense qu'il y aura énormément de choses qui vont se passer. Et je disais dans mon intervention, dans les questions de jeu de questions et réponses, il y a un journaliste africain qui a été sélectionné parmi les 12 qui devaient venir et qui n'a pas pu voyager parce que c'est un journaliste insulaire, il est dans l'océan Pacifique. Et il a pris un détour pour arriver en Russie, tout simplement parce que après les bateaux de croisière, les Russes ont réservé pratiquement tous les vols qui partaient de ce pays-là vers la Russie, et ils étaient très nombreux. Ils ont envahi l'île pour visiter, faire des croisières et puis repartir par avion. Alors, j'ai donc, en prenant la parole, à partir de cet exemple-là, je dis que les Russes sont considérés comme les plus grands voyageurs au monde. Ils vont partout. Ceux qui connaissent la Russie peuvent témoigner. Ils vont partout dans le monde, sauf en Afrique. Ils ne viennent pas en Afrique. Alors je leur ai dit, mais les Africains, j'ai répondu à ce procès, je leur ai dit que les Africains n'ont pas autant de moyens que les Russes. Et il faut donc que les Russes visitent l'Afrique, qu'ils se rendent en Afrique, beaucoup plus qu'ils vont, autant qu'ils vont en Europe occidentale, autant qu'ils vont aux États-Unis, qu'ils viennent également en Afrique. Ils vont découvrir autre chose que ce que les médias occidentaux ont présenté l'Afrique. Donc, ça a été... c'est un besoin qui a été exprimé un peu partout. Et je pense que si des émissions comme celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui et les autres relais, c'est-à-dire la presse écrite, les radios et autres, se mettent là, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Alors, Monsieur Messier, peut-être pour ressortir de ce sujet, quelles sont les attentes spécifiques que vous, homme de médias, responsable de chaîne, directeur exécutif de HTV, qu'est-ce que vous, précisément, vous attendez de cette coopération entre la Russie et l'Afrique? Écoutez, si vous me demandez les besoins que nous avons ici à HTV, ils sont énormes. Ils sont énormes, mais je vais dire que je suis rentré de là-bas entièrement comblé. J'ai un carnet d'adresses qui est très riche. J'ai ramené une centaine de cartes de visite à des niveaux très élevés. Et je pense qu'il
il va falloir qu'on utilise rationnellement ces cartes de visite. Je ne suis pas seul. Nous étions 12. Et je pense que parmi les... Nous avons eu un traitement particulier, j'en profite pour le dire. Le président Poutine nous a réservé vraiment un accueil tout à fait particulier. Et nous étions le seul atelier à qui il a rendu visite particulièrement. Il est venu nous rencontrer, il nous a parlé individuellement. Il fait confiance aux médias, en quelque sorte. Il a confiance aux médias. Et je vais ajouter que le président Poutine, pour nous permettre de sortir de Sochi, afin d'atteindre un aéroport commercial, le plus proche aéroport commercial, c'était l'Égypte, à 3 heures de vol de là. Et il a mis à la disposition de 12 journalistes, un Boeing de 162 places. Wow. 162 places pour 12 journalistes. Pour 12 journalistes, afin de les amener en Égypte, où ils devaient prendre des vols commerciaux pour aller dans leur pays. Pour vous dire à quel point, n'est-ce pas, il a accordé une très grande importance aux médias. Et même dans ce gala, vous avez dit, je vous ai dit que le président Paul Biya avait une place particulière à l'occasion du gala de clôture. Il devait être honoré. Et je ne dis pas qu'en lieu et place, on a accordé une place particulière aux médias, mais les 12 journalistes étaient très près de la table des chefs d'État, et pour qu'il y ait une communication, raison pour laquelle on a pu rencontrer, serrer la main de n'importe quel chef d'État à ce gala-là. Il n'y avait que les 12 journalistes qui avaient ce privilège-là. Merci beaucoup, Xavier Messé. Vous, docteur Ariel Nitendem, peut-être des attentes pour ressortir, bien sûr, de cet échange vis-à-vis de cette coopération entre l'Afrique et la Russie. Je souhaiterais que la Russie se joint aux autres partenaires techniques et financiers de l'Afrique pour financer des projets. Et la Russie peut s'impliquer dans des partenariats publics-privés pour financer des projets. L'Afrique a besoin des infrastructures routières, donc pour financer la construction des routes. L'Afrique a besoin des infrastructures de télécommunications. L'Afrique a besoin des hôpitaux. L'Afrique a besoin des écoles pour former sa jeunesse. Voilà ce que la Russie peut apporter. Le financement des projets structurants et des partenariats avec non seulement l'État camerounais, mais avec des entreprises camerounaises. Et cela, je dois dire quand même que l'économie de la Russie ressemble à s'y méprendre aux économies africaines. Elle est pour le moment basée pour un bon nombre sur les matières premières. La Russie exporte essentiellement du pétrole, du gaz, un certain nombre de matières premières. Elle tarde encore à véritablement diversifier son économie. Et cela pourra le faire en même temps que les économies africaines. Donc vous voyez, vous avez très peu de marques russes. Justement, je parlais tantôt des chaînes de valeur mondiales. La Russie n'est pas encore un acteur majeur dans ce sens. Alors peut-être que ce que la Russie pourrait apporter au Cameroun, c'est non seulement de s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales, mais d'y amener les pays africains à en faire autant pour les aider, n'est-ce pas, à faire une première transformation, pour les aider à diversifier leur économie, à créer la valeur avant d'exporter. Voilà, on vous a suivi, docteur Yanni Tendem. On va ressortir par le professeur Ntunda Ebode. Vos attentes vis-à-vis de la Russie pour ressortir de cet échange, professeur? Moi, je crois que l'attente majeure, c'est le rééquilibrage des pouvoirs. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'inviter l'ambassadeur de Russie à soit faire une conférence. C'était après le débarquement de Kadhafi. Il nous avait dit que la politique du laisser-aller de la Russie vis-à-vis de l'Occident s'est terminée. On a vu ça par la suite en Ukraine, on a vu ça en Syrie, et on a vu ça dans beaucoup de dossiers. Et je crois que là, nous revenons dans un monde multilatéral, où grand comme petit, tu donnes d'abord ton point de vue, on va voir si ça peut marcher. Mais le monde post-guerre froide, avant le retour de la
Russie, à cette stature, était vraiment un monde unilatéral. Bien que, ayant été fléchi après les attentats du 11 septembre, mais tout en ayant infléchi la politique gargantuesque américaine, ça les a encore renvoyés partout dans le monde sous prétexte de lutter contre le terrorisme et tout le reste là. Et par la suite, les Occidentaux dans l'ensemble ont suivi, au point où partout aujourd'hui, il y a des conflits. Et lorsqu'on voit les positions des uns et des autres dans ces conflits-là, ce n'est pas toujours très net, ce n'est pas toujours dans le sens de l'atténuation malgré les discours. Donc je pense que le retour, ou alors si vous voulez, si on considère que Russie et Union soviétique, c'est deux choses différentes, l'émergence de la Russie peut permettre un infléchissement des équilibres mondiaux. Au sens où donc, par la suite, ce qui s'appelait autrefois le non-alignement, où le tiers-monde peut retrouver sa place, et je vous assure que le monde, lorsqu'il fonctionnait comme ça, était mieux que le monde d'aujourd'hui, où on cherche à imposer tout à tout le monde, et finalement on a l'impression que certains sont venus au monde accompagner d'autres. Voilà, professeur, merci beaucoup. On a pris des notes sur vos attentes de cette relation entre la Chine, entre la Russie et l'Afrique. On a également pris vos attentes, monsieur le directeur exécutif de Xavier Messé, monsieur Xavier Messé, sur vos attentes par rapport à ce sommet Russie-Afrique. Vous également, docteur Ariel Nitendem, on vous a suivi. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour décrypter avec nous ce sommet qui s'est déroulé dans la ville olympique de Sochi du 23 au 24 octobre dernier. Rendez-vous incessamment sur cette même chaîne de télévision HTV pour d'autres décryptages de sujets brûlants qui font l'actualité. À très bientôt.